Y en a-tu ici qui était au PostNap 2006? Ouh! OK. C'était où? C'était à la Grande Bibliothèque, celle-là? Je pense. Dans l'auditorium de la Grande Bibliothèque? Après les vitres. Après les vitres. Non? Ah, OK. Bon. Fait qu'à la Grande Bibliothèque, on avait présenté une caméra qui est devenue rapidement une de mes caméras préférées, qui est la HVX200, que vous voyez là, la première caméra P2. Eh bien, ce soir, on va vous parler, Daniel et moi, des nouvelles caméras de Panasonic qui viennent de sortir, les successeurs de la P2. Et Daniel va commencer par vous parler de la HPX 170. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de venir vous présenter cette caméra-là aujourd'hui. Je dois vous dire que je ne suis pas un expert en la matière. OK, j'ai eu l'opportunité qu'on me prête cette caméra-là la semaine dernière, où j'ai eu l'occasion de faire de certains essais avec la caméra. Comme Marc-André l'a dit, on a présenté cette caméra-là, la HVX200, il y a à peu près 2-3 ans. Et puis même, il y a eu par la suite un atelier qui a eu lieu ici même, un atelier spécial d'une journée où on a justement parlé du workflow avec la HVX200, comment ça n'a pas fonctionné. Et puis, on peut dire que ça a vraiment évolué depuis ce temps-là, parce que lorsque je regarde sur le forum de Final Cut, il y a beaucoup d'utilisateurs de la HVX200 et puis des cartes P2, la façon dont ça fonctionne. Quand ça a commencé, les premiers cartes P2, ils étaient à quoi? 8 gigas? 4 gigas? 8 gigas? 4 gigas. On est rendu maintenant à 64 gigas, les cartes qui existent maintenant. Fait que les problématiques qu'on avait en temps, il y a 3 ans, où justement on ne pouvait pas enregistrer en haute définition, où ça demandait beaucoup de travail avec le workflow à transférer les données, puis ça commence tranquillement à s'améliorer, ça devient de plus en plus facile. Fait qu'on peut tourner, je veux dire, 1 heure avec une carte P2 64 Go en haute définition. Fait que c'est une des choses. Fait que ce soir, ce que je vais vous faire, c'est vraiment vous montrer la nouvelle caméra qui est la AG HPX 170. Et cette caméra-là, vraiment, c'est le remplacement de la HVX 200. Ce qu'on connaît de la HVX 200, en fait compte, c'est une version améliorée de la HVX 200. On enregistre les cartes P2. La principale particularité de cette caméra-là, elle est entièrement sur des cartes P2. On peut enregistrer en DV, mais il n'y a plus de mécanisme de cassette comme qui existait sur la HVX 200. Justement, bientôt, j'ai appris de Panasonic comme quoi que ces caméras-là ils vont arrêter de les fabriquer. C'est vraiment ce type de caméra-là qui va commencer à rentrer sur le marché. À cause de cette particularité-là, qu'on n'utilise pas de cassette, ce qui veut dire que le mécanisme lui-même, c'est enclin à moins briser. C'est pour ça que maintenant, Panasonic a offert une garantie de 5 ans sur les caméras qui fonctionnent avec les cartes P2. Je suis pas mal certain que c'est la même chose avec la caméra que Marc-André va vous montrer tantôt. Celle-là, c'est le cas. Le poids a aussi diminué. On parle d'une caméra qui pèse maintenant 1,9 kg, 4,2 livres. Modèle 3 CCD qui repose des capteurs 1 tiers de pouce 16 neuvième. Et puis un optique fixe qui dispose d'un zoom optique de 13x pour un rang d'angle de 28 mm. Je ne peux pas dire c'est vraiment quoi la différence entre la HVX200, je ne me souviens plus à ce niveau-là, mais ce qu'on m'a dit de la part du représentant de Panasonic, le grand angle, c'est une autre amélioration justement avec cette caméra-là. Aussi, on a un viseur qui est de 3,5 pouces. Et puis, on a du HD 720PN qui est possible maintenant de tourner à des vitesses variables, ralenties et accélérées. On parle de 12 images à seconde à 60 images par seconde. J'ai, au cours de la fin de semaine, filmé un petit extrait avec juste 60 images par seconde qui démontre un très, très bon ralenti. C'est assez surprenant, vous verrez tantôt. Ils ont réussi à le monter justement sur... on va réussir à le montrer. Et puis, comme j'ai parlé, des cartes P2 de 64 Go, 2 heures d'autonomie en qualité DV Pro HD. Une particularité de cette caméra-là, maintenant, c'est qu'aussi, on a une sortie HD et SD SDI. Et puis, on a maintenant aussi un port FireWire 1394 avec un 6 pins au lieu d'un 4 pins. OK? Ça, c'est en termes des aperçus rapides de la caméra. J'ai pris quelques photos de la caméra parce que c'est assez difficile de la voir de loin, vraiment, de voir ce qui se passe. Quand on ouvre le boîtier de la caméra, on voit justement où ce qu'on peut voir, où ce qu'on peut ajouter le shutter, le speed,
et puis aussi en termes d'input, la sélection qu'on peut avoir là. Une particularité qui vient avec cette caméra-là maintenant, c'est qu'on a un waveform qu'on peut voir directement sur le viseur pour nous aider justement à avoir... je ne suis pas trop connaissant en la matière, là, mais quand ça vient le temps de stabiliser les couleurs, ces choses-là, ça nous permet d'avoir un meilleur aperçu de la chaleur des couleurs, ce genre de choses-là. Le Optimal Image Stabilizer, je parlais de ça avec Marc-André tantôt, qui me disait qu'il est grandement amélioré avec cette caméra-là. Fait que si, je veux dire, on a filmé des objets puis ça bouge moindrement, ça va nous aider justement à avoir une image qui est plus stable. Il y a un petit bouton aussi en bas qui c'est marqué Ring, c'est marqué Focus Iris. En fin de compte, c'est le ring qui est en avant, l'espèce d'anneau qui est en avant. On doit décider que ce soit l'iris qu'on va jouer avec ou c'est le focus. Lorsqu'on regarde à l'arrière de la caméra, là, on voit où il y a possibilité de sélectionner. Mais il y a l'endroit pour les cartes P2 qui est juste dans le haut. OK, c'est deux slots qu'ils disent en anglais pour la carte P2. On a la sortie SDI out qu'on voit à droite. Tout le monde la voit. En bas, on a le 1394, le FireWire 1394 6-pin. Et on a le component out. Puis aussi, ceux qui aiment ça avoir des Lancy, des espèces de ce qu'ils appellent de contrôle, là, on peut brancher ça. Il y a deux. Il y a un, il y a le zoom, puis l'autre, c'est les risques qu'on peut avoir. Puis, à gauche, ce qu'on va voir, c'est vraiment les différentes scènes d'ajustement de la caméra automatisée qui existent pour cette caméra-là. Une particularité avec cela par rapport à la SVX200, c'est le contrôle du menu. OK? Maintenant, ils ont mis ça exactement à cet endroit-ci sur la caméra. Et si je ne me trompe pas, sur la HVX200, c'est plus à l'intérieur. C'est en avant, exactement. Fait que c'est ici maintenant. Et je dois vous dire que c'est pas mal facile de jouer avec le menu maintenant, comparativement auparavant, parce que tu as tergiversé avec tes doigts pour essayer de réussir à faire quelque chose. C'est plus facile. Je ne l'ai pas assez utilisé assez longtemps. Après ma barre, ça semble être un peu fragile, le petit bouton, mais je veux dire, je pense que ça a dû faire ses preuves. Je veux dire, c'est très, très facile à manipuler, puis aller voir dans le menu, puis sélectionner les différentes séquences qu'on a filmées. Fait que si on regarde en termes de format d'enregistrement vidéo, les possibilités qu'on a avec cette caméra-là, si on regarde le DVC Pro HD, on peut parler du 1080, le 60 Interlace. On a du 30p sur 60i, du 24p sur 60 et du 24PA sur 60i. Dans le 720, on parle de 720, 59, 94, 30p sur 60p, 24 sur 60. Et puis dans le natif, on a le 720-30 puis le 720-24. C'est celui-là qu'on a besoin si on veut faire les effets de ralenti ou d'accélérer. Il faut absolument être en 720 30PN ou 24PN. Et les autres formats d'auparavant, dans le SD, on parle du DVC Pro 50, DVC Pro et du DV. 480 sur 60i, 30p sur 60i, 24 sur 60i, puis 24PA sur 60i. Comme on n'a plus de cassette, tous ces enregistrements-là se font directement sur la carte P2. Aussi, mon fournisseur m'a dit comme quoi qu'il y a possibilité d'enregistrer directement sur un disque dur. Je dois dire que je l'ai essayé. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas fonctionné. OK, c'est probablement... Ça prend un bac en Firestore. Un bac en Firestore. Il y a Jean ici qui va seconder, je suis sûr. Parce que j'ai suivi les instructions telles qu'elles étaient écrites dans le manuel. Non, c'était un bac en Firestore. Un bac en Firestore. OK, bien, je ne suis pas là encore, puis je n'y serai pas non plus. Okay. Mais je veux dire, je pense que si ceux qui sont capables de le faire, c'est probablement quelque chose qui devient pas mal intéressant. En termes de prise vidéo, on est sorti SDI, BNC, HD et SD, composante analogique et composite analogique. En fin de semaine, lorsque j'ai tourné avec le 1080i, je n'avais pas de moniteur avec moi de haute définition. J'avais juste un simple petit moniteur Insignia
un lecteur DVD mobile. Et puis, ce que j'ai fait vraiment, c'est que j'ai pris la sortie RCA, les fameuses entrées jaunes, rouges et blancs pour le son, là, et j'ai branché ça, c'est mon Insignia. Et je dois vous dire que j'étais agréablement surpris parce que j'ai pu voir, moi, pas avec la qualité HD, bien entendu, mais j'ai pu voir directement ce que j'ai tourné. Et puis, j'ai demandé à mon épouse de s'en servir parce que j'avais d'autres scènes à filmer avec une autre caméra. Et puis, elle n'a eu aucun problème elle-même à le faire. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant, du sens que si je m'en vais sur une plaque de tournage où ce que j'ai pas besoin d'avoir avec moi des moniteurs HD, mais je le sais que le résultat est beau. Parce que je l'ai vu, après ça, je l'ai mis sur ma grosse TV plasma et j'ai regardé, puis l'image, c'était vraiment intéressant. Mais je peux filmer puis voir directement ce que je fais sur un petit moniteur bien standard, bien normal. Oui? Les prises accélères, ils sont directement ici sur le côté en avant. Il y a 2 entrées accélères qui sont ici. OK? Fait que si on a les entrées RCA qui sont là, on a ici même à l'arrière, comme j'ai dit tantôt, les différentes prises, OK, qui est notre FireWire, puis le component qui est ici. OK? En gros, c'est ce que je peux vous dire de cette caméra-là. Je ne sais pas si on peut... On va la brancher. On va vous montrer le petit clip que j'ai fait en fin de semaine. Oui? Bonne question. Simultanément? Je peux pas dire. Je peux vraiment pas. Je ne croirais pas. Un mode à la fois avec la HPX 170 ou la HX 200. Ouais. Tu peux prendre la sortie SD, la sortie HDSI, sortir en SD, puis down-converter en real-time. Fait autrement dit, si je comprends bien, je peux filmer en HD sur mes cartes P2 en haut, mais en bas, en même temps avec mon FireWire, le brancher un disque unité. Non, il faut vraiment que tu prennes la sortie down-convert. Si tu tournes en HD, tu tournes en HD, que ce soit sur Firestore ou sur... Tu peux prendre la sortie vidéo puis mettre un magnétoscope ou prendre un deck SD d'enregistrer la sortie en SD. Fait que si je prends l'exemple, je prendrais mon component. Je prendrais mon component qui est ici, je le brancherais sur un moniteur, sur un disque dur où ce que je peux avoir justement du ça, du SD. Ou un deck. Ou un deck, oui. En fait, la question était mal posée. En même temps, En même temps, non, tu peux pas. Non. Non, parce que la caméra a un mode de tournage. Oui. Je vais le mettre dans les étapes, mais c'est rendu combien de 464? 2500. Ben, canadien, oui. Parce que c'est avec le dollar qui a remonté, qui a rebaissé finalement pour nous autres. Là, c'est 2500 pour une 64 gigs, mais donc les 16 gigs, c'est plus cher. OK. Mais une chose que j'ai appris en même temps, par rapport aux fameuses cartes P2, puis je ne sais pas si c'est ça qui explique le prix, là, mais il y a... OK, en même temps. Oui, c'est ça. Pendant que tu expliques, c'est ça, branche-là, on va le montrer justement. Y en a-tu qui n'ont jamais vu une carte P2? OK, on va vous la montrer. Avant de la brancher, oui. Faut que tu l'éteignes. Faut que je l'éteigne? C'était mieux. Là. OK. Ben, juste, tu peux la sortir, puis... La 64? Juste pour montrer de quoi ça a l'air. La caméra, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 6 000 qu'on m'a dit. Oui. Oui, la HPX 170 est 5 900 américains. Donc, c'est 6 000 quelques. Là. Les prix ont remonté à peu près au 1er janvier. Panasonic avait des gros deals jusqu'à Noël. Donc, c'est un petit peu plus que 6 000 plus les cartes. Ça vient avec une carte 32, je pense, maintenant, ou 16. Pas dit. Ça vient avec une carte 16, peut-être. Une pile ou je sais pas quoi, mais... Okay. Il y a toujours moyen d'avoir une carte. Soudoyer votre vendeur préféré. Puis, transférer, Daniel, je sais pas, tu l'as fait une carte pleine? Moi, je ne l'ai pas fait vraiment. Allume-la, puis on va le faire en temps réel. On va le faire en temps réel. C'est une carte de 8 gigas qu'on a. Là, tu pèses sur mode. Elle est allumée. Là, t'attends. Bon, puis là, elle va se plugger. Attends. Voilà. Ah, zut, il est en USB. Ça veut dire qu'il faut changer. Ah, zut. Donc, attends. Continue à parler. Réponds à des questions. Fait que les cartes P2, une des particularités que j'ai pu apprendre de la personne, mon fournisseur à Ottawa,
c'est que, je ne sais pas si vous le saviez, sur ces cartes-là, il y a une mémoire RAID. C'est des cartes RAID. Fait que si jamais il arrivait que vous avez certaines problématiques avec la carte, elles peuvent être envoyées, je ne sais pas si c'est à Panasonic même, là, mais qui peuvent vous aider justement à recouvrir l'information. Puis même à ça, il semblerait qu'il y a l'option Repair qui vient avec la caméra, qui vous permet de réparer certaines problématiques que vous pouvez avoir eues avec la carte. Comme je ne suis pas familier avec cet environnement-là, cependant, j'ai pu lire à forte occasion sur le site de Final Cut comme quoi il y a certaines personnes qui perdaient certaines choses avec les cartes P2. Et la question qui m'est venue à l'idée, est-ce que c'est justement ça, cette fameuse fonction Repair-là, qui peut être utilisée pour justement recouvrir puis être capable de récupérer l'information qui était emmagasinée ces cartes P2? C'est ce que je peux penser. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, là, Marc-André. J'ai essayé de regarder. OK. Non. Puis, on m'a dit aussi que les cartes P2, actuellement, il y a Panasonic qui les fournit, mais il y a d'autres détaillants qui, éventuellement, qui vont faire ces fameuses cartes P2-là. Fait que ça devrait aider à baisser les prix de la carte P2. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la caméra en mode magnétoscope, si on veut. Il faut aller dans le menu, puis par défaut, elle vient ajuster où est-ce que tu veux brancher un disque USB. Moi, je l'ai rechangé pour dire non, prends la sortie 1394, la sortie FireWire, ce qui me permet de contrôler la caméra avec le Mac ici. Donc là, j'ai la carte P2 qui apparaît sur le desktop. Ça dit No Name ici. Donc, les cartes P2 s'appellent toujours No Name. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, le dernier meeting, on vous a montré différentes façons de gérer votre matériel en P2. Et au cours des années, on vous a montré des applications comme Shotput Express ou comme P2Log ou maintenant Proximil pour faire ce genre de manipulation-là, où est-ce que tu veux copier tout ce qui est dans le contenu de ces dossiers-là. Bien, on va faire semblant que je l'ai copié. Puis, on va aller ici dans Final Cut, dans Log and Transfer, et non Log and Capture, parce que Log and Transfer te permet de faire ingérer l'input du... ça, j'essaie de trop bien parler, puis je m'enfarge. De transférer les images qui sont ici à partir des cartes P2 qui sont en DVC Pro HD. Donc, on a le codec DVC Pro HD dans Final Cut Pro. On est capable de copier directement le fichier. Il va être enveloppé en QuickTime tout simplement, puis l'affaire est catch-up. Et donc, on peut regarder ici, faire son logging. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous irez voir notre podcast que je vous explique comment fonctionne cet outil-là, Log and Transfer. Mais en gros, tu peux regarder les shots que tu veux. OK. Fait que si on va descendre en bas, est-ce qu'on a le metadata qui nous dit qu'est-ce qui est en 1080? Oui, attends un petit peu. Là, je cherche à voir qu'est-ce qui était filmé en 1080i, qu'est-ce qui était filmé en 720. Bon, voilà. OK. Parce que, évidemment, sur une carte, ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux changer de format. Tu peux tourner dans tous les genres de formats que tu veux. Puis là, mais ici, on voit qu'il y a du 720p en 60, du 1080i 60, même du 480, parce qu'on peut faire du SD avec cette caméra-là. Je vais l'amener Lorsque j'ai branché la caméra sur mon téléviseur pour regarder tout ce que j'avais filmé en 1080i, en 1080, 60i, tout ce que j'ai filmé, ces séquences-là, c'est pas une sœur, mais... OK. J'étais pas sûr. En fait, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je filmais une compétition de patinage artistique dans la région chez nous. Et puis, justement, il y avait une bonne sœur qui patinait. Fait que ça, c'est un exemple de séquence que j'ai filmée en 1080 60i. Non. C'est sûr que là, on passe à travers le FireWire. C'est pas toujours super évident pour faire du playback. Si vous copiez votre fichier sur un disque dur qui est plus rapide, vous allez être capable de regarder vos images sans que ça saute un peu comme ça. Mais vous êtes capable d'avoir une idée de ce que ça va donner. OK. Bon. On va regarder la même sœur maintenant, tournée en 720 P60. Oui, 60. Celle-là? C'est... Un petit peu grande. Ça se pourrait bien. Tu l'as tourné avant ou après? Après. Après? Oui. Non, attends. Ben, celle-là. Ah, c'est celle-là. En 30? C'est celle-là. OK. Pourquoi on voudrait tourner en 720? Le secret des caméras de Panasonic, c'est que le CCD des caméras Panasonic est en fait un CCD en 720 lignes. Donc, le 1080, c'est du faux 1080. Tu as plus de détails, mais tu as moins de définition.
C'est un petit peu étrange comme concept, mais c'est à peu près ça qui se passe. Donc, on a plus tendance à avoir des meilleures images si vous restez dans les modes 720, autant sur la HVX200 que sur cette caméra-là aussi. Et en plus, tu peux tourner dans le mode natif, c'est-à-dire que quand tu travailles en 1080, même si tu es en 24 images secondes, il va quand même t'enregistrer 60 images par seconde. Parce que la caméra en 1080, elle n'est pas capable de travailler en mode progressif. Tu es toujours en entrelacé. Donc, il y a un pull-down qui est rajouté à tes images et tu as toujours 60 images que tu peux enlever par la suite quand tu rentres dans Final Cut Pro, par exemple. Mais le fait est que si jamais tu veux faire du 24p, mais tu veux seulement avoir 24 images secondes, il faut que tu tournes dans un des modes en 720 lignes. Donc, tu peux avoir du 23,97, du 29, du 30, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En mode natif, tu vas avoir exactement le nombre d'images par seconde. Donc, tu peux mettre beaucoup plus de matériel sur ta carte. Fait qu'une carte de 64 GB, si tu tournes en 720p, en 24p, tu peux mettre 64 GB, c'était 20 minutes dans une 8 GB. Fait que 8 fois. 8 fois 20 minutes. 160 minutes de matériel sur une carte de 64 GB. Quoi, c'est 2h30, ça? Bon, ben, puis vous en avez 2. Fait que là, vous avez 5 heures d'autonomie. C'est pas pire. Ouais. Donc là, tu as filmé en 720p 30, mais au ralenti. Au ralenti, 60, exactement. Fait que ce qu'on voit, c'est cool, en fait. C'est vraiment intéressant, le ralenti de cette caméra-là. Là. Je veux dire, puis, je pense pas que je pourrais faire mieux dans Final Cut. De numériser ce plan-là, tout simplement, si je veux prendre le plan au complet, j'ai juste à l'amener ici, puis il commence à être copié. Et à un moment, tout ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il copie sur le disque dur interne. C'est sûr que c'est pas l'idéal parce que ça me prendrait un beau gros disque Firewire à côté pour pouvoir numériser mes plans. Mais ça vous donne une idée de ce que vous êtes capable de faire avec la caméra. Il y a une question là-bas. Parce que c'est beaucoup plus beau, un slow-mo in-camera. Les slow-mo faits artificiellement au montage, c'est jamais aussi beau que quand tu as une caméra qui tourne plus d'images par seconde. Parce que tu as vraiment... Quand tu fais du slow-mo dans Final Cut, tu inventes des images qui n'existaient pas en faisant des fondus enchaînés. Donc, l'image, elle n'existe pas. C'est vraiment deux images qui sont mélangées ensemble, tandis que là, tu as vraiment le nombre d'images que tu voulais. Tu as 60 images, tu as 120 images par seconde. Tout ce qu'on voit au cinéma, c'est tout tourné avec des caméras qui tournent à très, très haute vitesse. C'est pas des slow-mo faits au montage. J'ai pas essayé en vitesse accélérée, fait que j'ose imaginer que ça va être très beau aussi. Mais tu peux faire du time-lapse aussi. Avec cette caméra-là, tu peux dire, prends une image aux 5 secondes, par exemple. Tu veux tourner un coucher de soleil très, très rapidement, tu places ta caméra, puis tu dis, prends-moi une photo aux 5 secondes, tu t'en vas. Pas trop loin, là. Mais tu as une image aux 5 secondes, et puis tu finis par avoir ces espèces de couchers de soleil qui font ça comme ça, puis il fait noir. Donc, tout ce qu'on aimait dans la HVX200 qui se retrouve dans cette caméra-là, qui est un petit peu améliorée. Il y a un stop de sensibilité de plus, pour ceux que ça intéresse. Puis, ils ont aussi joué beaucoup avec les problèmes de foyer qu'il y avait dans la HVX200. Donc, c'est encore plus facile de faire le foyer maintenant. Et la prise HD SDI, c'était une demande de tout le monde. Donc, pour ceux qui font du montage professionnel avec des écrans HD, avec les standards d'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir le signal qui voyage avec un fil, tu es en HD de A à Z, puis tu branches ta caméra dans un moniteur plus dispendieux, tu regardes ton image, puis tu as la qualité la plus haute que la caméra peut t'offrir. Donc, on est encore dans le... Si on peut dire dans le bas de gamme du HD, mais le bas de gamme est rendu un petit peu moins bas de gamme, si on veut, avec des caméras comme ça. Là, bien, on a fini de numériser le plan. En fait, on n'a pas numérisé le plan parce qu'il était déjà en numérique, mais on peut le regarder après. J'ai-tu pesé ce play? Ben là, c'est sûr que je joue sur le disque interne du Mac. On va aller dans le milieu ici. Bon. Et voilà. En fait, vu que tu tournes en DVC Pro HD, ben, le codec n'a pas changé. On reste avec la même qualité d'image que tu avais dans la caméra. Non, c'est du 100. Tu es toujours en 100. Donc, tu peux tourner en 25, en 50 puis en 100 mégabits. C'est du DVC Pro HD. Standard. Ça arrête à cause du disque dur? Non, c'est moi qui l'ai arrêté. Ah, c'est toi qui l'as arrêté. OK, c'est bon. On peut tu veux-tu remercier ton commanditaire? Oui, c'est exactement ça que je voulais faire. Bon. Fait que...
Oui, ben oui, il ça, faut que je switch. Si je le remercie. OK. En fin de compte, je suis pas mal chanceux d'avoir pu emprunter cette caméra-là. Et c'est grâce à Cinequip White, notre représentant à Ottawa, Warren Arsenault. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à cette caméra-là, je vous invite à l'appeler. Il parle anglais, mais je veux dire, si jamais vous avez des questions, vous voulez que moi je sois l'intermédiaire, vous pouvez m'appeler, puis on me faire plaisir de lui poser des questions. C'est la deuxième fois d'ailleurs, justement, que Warren nous permet d'avoir cet équipement-là ici, et puis de cadre de vous le présenter. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette caméra-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter, et puis j'espère que vous avez aimé. Merci. Merci. Daniel.